Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Un des personnages principaux, c'est la jungle de Bornéo. Et donc, il lui invente même une langue, puisqu'il y a tous ces onomatopées, de bruits d'oiseaux, de froissements de feuilles, de cris de singes, de cris de sangliers. Enfin, il essaye en tout cas de donner une langue à la nature. C'est en fait quelque chose qui est intéressant, parce que là, on est au-delà du sinophone. Quelle est la langue que parle la nature ? Et pourtant, il essaye de lui donner une voix, ce qui en fait un roman polyphonique, au-delà même des langues humaines. Bonjour Pierre Monglim. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast littéraire Le Jardin. Alors Pierre Monglim, vous êtes docteur en études chinoises transculturelles de l'Université de Lyon. Vous êtes chercheur indépendant et vous êtes traducteur littéraire. Alors c'est traducteur littéraire bien sûr qui va nous concerner un peu plus aujourd'hui que vos autres domaines. Mais quand même, vos recherches, vous travaillez sur les problématiques liées aux expressions culturelles du monde sinophone, donc sinophone chinois, quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler de sinophonie comme il y aurait une francophonie ? Et puis alors j'ai trouvé un autre mot, c'est la sinopolyphonie. Et ça, j'ai pensé à vous, parce que c'est joli, sinopolyphonie, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs expressions de langue chinoise, de mandarin. Enfin, expliquez-nous tout ça. Non, c'est vraiment très très vaste en fait. C'est tellement vaste. C'est que finalement il y a ce moment-là où la forme traditionnelle qui était l'empire Qing jusqu'à la moitié du 19e siècle fonctionnait comme un espace politique et culturel fermé, c'est-à-dire que ne reconnaissait pas des communautés d'outre-mer chinoises par exemple, ça n'existe pas, conceptuellement c'est impossible. Avec tous ces événements nouveaux dans l'ordre géopolitique mondial, l'ouverture des ports, les guerres de l'opium, etc. L'empire Qing à sa fin est obligé d'opérer une sorte de transformation en réponse en fait aux changements géopolitiques mondiaux. Donc ouverture de consulats, ouverture des ports, et reconnaissance progressive finalement, ceux qui n'étaient pas en fait des Chinois à la base, qui étaient des sujets de l'empire, qui sont partis donc des migrations de masse en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes, en Amérique. Donc ça sur une période un demi-siècle, 70 ans, en masse. C'est-à-dire que comme il y a l'invention du bateau à vapeur par exemple, permet en fait le déplacement de quantité de personnes énormes. Donc vraiment de possibilité de constituer des petites communautés dans les pays hôtes, donc qui sont souvent en fait des pays sous domination coloniale ou administration coloniale, etc. Il y a cet aspect, géopolitique, historique, technique, technologique. Et simultanément, l'Empire Qing va se transformer en une sorte d'État-nation moderne finalement, qui est la Chine, avec cette idée que il y a en gros un territoire, un peuple, une langue. Cette idée-là qui va se mettre en place, notamment donc une langue nationale, une langue vernaculaire, une langue choisie parmi plusieurs langues vernaculaires. Finalement, c'était pas forcément le mandarin qui était le choix naturel entre guillemets. Il y a plein de gens du Sud, par exemple, ça c'est intéressant pour la littérature sinophone de Malaisie. Il y a beaucoup de gens qui étaient des locuteurs donc d'une langue chinoise du Sud qui étaient contre l'adoption du mandarin parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils parlaient eux. Donc dans ce processus-là, constitution d'une langue nationale calquée sur un vernaculaire et donc d'une littérature qui serait censée être l'écriture finalement de cette langue-là. La question de sinophonie, c'est tout ce rapport entre les marges qui ont migré et le centre, l'État-nation chinois qui construit cette langue, qui construit cette littérature, etc. Et comment les marges se comportent par rapport à ce mouvement. Je me suis plutôt donc les expressions culturelles sinophones, c'est très vaste, mais donc c'est surtout ce qu'on appelait la Malaya à l'époque, qui n'était pas encore la Malaisie, mais qui étaient les territoires sous contrôle britannique. C'est là où il y avait, en termes démographiques, le plus grand nombre de personnes. C'est là où s'est créé finalement un début d'expression sinophone, au sens où il y a un parallélisme en fait des mouvements. Le 4 mai 1919, par exemple, qui se produit à Pékin, donc où c'est une sorte de révolution littéraire pour écrire dans une langue vernaculaire des romans qui décrivent la vie de tous les jours. En fait, on retrouve ce mouvement quasiment, je crois que c'est 3-4 mois après, à Singapour, grâce aux journaux
à cette circulation-là. C'est restreint, mais disons que les lettrés dans la communauté chinoise expatriée à Singapour s'emparent de ce mouvement et commencent eux-mêmes à écrire une sorte de littérature moderne, on pourrait dire, à Singapour. Et donc il y a tout ce mouvement-là qui prend forme. C'est ce que j'ai essayé de résumer dans la préface de la traversée sanglier. Et dire finalement, il y a ce mouvement d'autonomisation aussi de prise d'indépendance des marches par rapport au centre. Et donc c'est ce qui va créer l'expression finalement culturelle, littéraire sinophone. Cette évolution-là finalement de cette littérature qui est écrite dans la langue nationale et qui petit à petit, dont le destin en fait s'écarte de la communauté centrale nationale. Vous avez effectivement cité la traversée des sangliers, parce que je l'ai pas précisé au départ, mais on se rend compte parce qu'effectivement vous avez traduit 2 romans donc qui viennent de Malaisie, c'est ça, donc de ces Chinois de Malaisie, l'un qui s'appelle La traversée des sangliers et l'autre qui s'appelle Pluie. Alors avant de parler des romans, j'avais une question toute bête, c'est quoi pour vous le métier de traducteur? Comment vous définiriez ça? C'est un métier d'ailleurs? C'est un métier à plein temps. Alors disons que pour moi, il est très lié en fait à ce qu'on avait présenté comme docteur en études chinoises transculturelles. Ça, c'est très personnel comme expérience, mais en fait, l'intérêt pour la traduction, en partie, moi, ça vient du fait d'une sorte de frustration de l'activité universitaire, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, quand on fait une thèse, on accumule une telle somme de références, on est obligé de lire, mais quasiment de façon productiviste, quoi. Donc moi, je me suis aperçu, après c'est peut-être un sentiment personnel, mais que je lisais plus de façon précise, en fait. C'était vraiment une sorte d'accumulation de lecture. Et en fait, la traduction, ça m'a permis d'avoir une lecture rapprochée. C'était une question de rigueur, en fait. C'est la lecture la plus pour moi, la traduction, c'est d'abord la lecture la plus rigoureuse. Chaque mot, chaque phrase, et puis après de faire sens de chaque mot et chaque phrase dans la totalité. C'est un exercice de lecture, d'abord. Vraiment, le premier mouvement, après, il y a d'autres choses, mais le premier mouvement de la traduction, c'est de revenir à une lecture, la lecture la plus rigoureuse possible pour moi. Je suis content que vous me disiez ça parce que les auteurs que j'interroge me disent toujours qu'avant d'être des auteurs, ce sont des lecteurs. Donc c'est pareil. Un traducteur, c'est d'abord un lecteur attentif et rigoureux. C'est vraiment ça. Après, il y avait d'autres motivations pour être traducteur, notamment donc ce dont vous avez parlé, la littérature sinophone de Malaisie, notamment là ces auteurs qui sont en plus partis à Taïwan et qui n'existaient pas justement pour le lectorat francophone. Ce sont des littératures qui étaient inconnues, donc ça m'intéressait d'avoir cette activité qui permette finalement de donner une visibilité à ces auteurs. Oui, c'est passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses parce qu'effectivement, j'ignorais totalement ces histoires dont nous allons bientôt parler. C'est un effet teasing, oui, comme on dit en mauvais français. On va en parler bientôt. En italien, vous savez, on dit traduttore, traditore. Traduire, c'est trahir. Est-ce que la traduction est possible ou impossible? Et notamment, je pensais à vous parce que c'est pas facile quand même de traduire du mandarin au français. Oui, surtout un mandarin celui par exemple de La traversée sanglier et de Pluie, donc de ces auteurs qui essayent eux-mêmes de renouveler la langue. C'est un véritable défi et casse-tête. Ça peut faire écho à ce dont on parlait avec cette question de la sinophonie. En lisant donc Jiang Guoxing et En Kim Chiu et d'autres, et en demandant donc comment je vais traduire ça, pas seulement la langue, mais aussi toute cette nouveauté, cette inventivité, cette fraîcheur de langage, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme équivalent français? Je l'ai dit ailleurs, mais je me suis intéressé aussi à la littérature, donc ce qu'on appelle de la créolité en français, les auteurs comme Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, etc. Chez ces auteurs-là de la créolité, il y a un renouvellement du français, une vie de la langue qui me parle, mais aussi historiquement, il y a une espèce d'appartenance à un même moment de l'histoire. Quand on parle donc des migrations de masse de l'Empire Qing, de la Chine, mais aussi de l'Inde, qui partent des côtes en bateau pour arriver dans ces sociétés coloniales, c'est parce que à partir du milieu du 19e siècle, ça commence avec l'abolition de l'esclavage. Et comme ces sociétés esclavagistes manquent de main-d'œuvre, donc ça c'est notamment vrai pour les Caraïbes, en fait ils importent cette main-d'œuvre dans les sociétés, dans leurs sociétés de l'Inde et de la Chine. Et donc ce mouvement en fait de création des communautés chinoises d'outre-mer, elle coïncide avec un moment de l'histoire mondiale où ce qu'on appelle les sociétés plurielles, ces sociétés qui sont fondées sur une économie des plantations, l'esclavage, etc., va importer d'autres populations. Il va y avoir un brassage comme ça des langues, des cultures, des histoires. Donc, ce qui va donner lieu à cette espèce ce que raconte par exemple Raphaël Confiant dans Kasachine, de mélange incroyable des gens. Même si finalement Jiang Guoxing et En Kim Chiu, ils racontent pas exactement cette histoire, mais ils sont les produits de cette même histoire-là. C'est peut-être plus une intuition, mais ce que je sentais, c'était qu'il y avait une espèce de proximité avec cette littérature de la créolité et l'idée de métissage de la créolité, de brassage en fait
des langues et des gens. Dans la traduction, de pouvoir retrouver ce brassage-là, de le faire apparaître, c'était assez intéressant. Toujours par rapport au métier de traducteur, est-ce qu'il y a des outils? Le mot outil, c'est un peu étrange, mais qu'est-ce qui vous est utile là, dans cette activité au quotidien? Les dictionnaires, on est d'accord. Il y a quand même des différences d'expression, de langue, etc. Donc, un dictionnaire taïwanais qui a été fait par le ministère de la Culture, de l'Éducation taïwanaise, donc qui est en ligne, etc., mais qui est très très bien parce que qui a une base de données, traduction du mandarin, bien entendu, mais qui a aussi une base de données en taïyu et puis dans les langues locales en fait du sud. Donc pour des auteurs qui utilisent quand même beaucoup aussi le dialecte, c'est très utile, c'est très concret, c'est très pratique, c'est très utile. Les outils, c'est aussi donc les autres livres qu'on lit. Pendant que je traduisais justement Django Singh, j'ai beaucoup lu Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, Aimé Césaire aussi. Ça devient quasiment des outils de traduction, en tout cas de matériaux d'inspiration, quoi. C'est pas marginal. J'ai trouvé des expressions notamment chez Chamoiseau ou Franck Etienne qui ont été soulignées et dire bon pour telle expression dans Django Singh, page temps, cette expression-là, on va peut-être la retenir, quoi. Oui, non, ça c'est intéressant aussi parce que alors, j'ai deux typologies d'auteurs parce que il y a ceux qui me disent que quand ils écrivent, bon alors des auteurs français en français, donc il y a pas l'obstacle entre guillemets de la langue n'existe pas, enfin au niveau de traduction bien sûr. Mais donc certains me disent qu'ils veulent absolument pas lire d'autres auteurs de peur d'être un peu comme contaminés. Et d'autres en revanche me disent ah non moi j'ai absolument besoin de lire parce que justement ça peut parfois me nourrir ou si je suis un peu en panne ça peut me relancer ou simplement me faire penser à autre chose. Cette question spécifique, effectivement, de retrouver une langue adaptée aux gens que vous traduisez, c'est intéressant. Oui. Il y a vraiment eu 2 temps. Alors, je parle surtout de la traversée sanglier, parce que ça m'a tellement occupé pendant longtemps, puis c'était une grosse heure. Donc, il y a 2 temps. Il y a eu tout ce début où je me suis demandé quelle langue va être la plus adaptée. Donc, il y a ce temps de recherche, avec proximité historique, etc., d'avoir ce cadre, de pouvoir un petit peu faire des parallèles. Le temps où je me suis beaucoup nourri de ces auteurs de la créolité. Et puis, plutôt vers la fin, de tout laisser, de plus rien lire, d'avoir été nourri comme ça de ces littératures, à la fin d'être seul quand même avec le texte et puis de pas faire non plus une espèce de pastiche, quoi. Ça va pas fonctionner non plus. Voilà, c'est pas exclusif. Pour moi, il y a ces temps de se nourrir, de digérer comme ça, puis voilà, d'être seul avec le texte original. Alors justement, est-ce que vous avez une routine de traduction? Est-ce que c'est avec des heures fixes? Est-ce que c'est tous les jours? Moi, c'est au moins tous les matins de toute façon, et puis tous les jours. Alors après, voilà, c'est pas aussi absolu que ça quand il y a des impératifs, mais c'est vrai, on en discutait une fois avec un autre traducteur du chinois qui s'appelle Yann Var, enfin qui est un traducteur plutôt de poésie. Et on disait, si pendant 3-4 jours on traduit pas, on se sent un peu, il manque quelque chose, quoi. On se sent un peu mal. Donc c'est quasiment une habitude de vie. Enfin, c'est un peu... Mais c'est ça. Après, ça dépend, pareil, des moments où on se trouve à la traduction. Quand on est vraiment plongé dans le texte, ça peut être toute la journée. Si on veut laisser reposer, c'est de faire un peu moins pour se régénérer. Ça paraît un peu mécanique de dire ça, mais quand même, pour respecter les délais de rendu, il faut se dire, bon, je traduis, je sais pas, 3 pages, 4 pages, 10 pages par jour. Mais il faut s'y tenir parce que sinon, de se dire, j'en fais une aujourd'hui, puis j'en ferai 25 demain, en général, ça marche pas. Enfin, il faut faire des additions, puis des soustractions, des divisions, mais il y a de ça aussi, de dire, bon, aujourd'hui, je fais mes 2-3 pages. Je suis obligé. Il faut que ça tienne. Et voilà. Si vous avez une problématique, voilà, enfin, que vous butez sur quelque chose, vous pouvez faire appel à un collègue, faire appel à l'auteur d'origine, s'il est encore vivant. Là, en l'occurrence, ils sont tous vivants, me semble. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, tout le temps. Donc il y a 2 choses en fait. Il y a le moment où il y a un problème de compréhension simplement. Ça arrive, enfin ça m'arrive plein de fois où je comprends pas la phrase, où je comprends pas ce mot, pourquoi ce mot. Et donc oui, fort heureusement, on a des collègues qui eux sont sinophones. Bon, c'est la langue maternelle, donc ils comprennent plus facilement. Appelle à un collègue, dire je comprends pas cette phrase, est-ce que tu peux m'aider? Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on croise parfois comme ça dans les traductions des couples entre guillemets. Un francophone et voilà, enfin, ça dépend de la langue évidemment. où il y a deux personnes. Donc bon, alors on n'est pas obligé d'être à 2 tout le temps, mais effectivement, on peut faire appel, on a des jokers. Donc il y a ces questions de compréhension et des questions de contexte culturel où on voit pas forcément de quoi il retourne. Alors plus problématique parce que finalement, par exemple dans que ce soit Pluie ou Django Singh, il fait référence à un contexte culturel qui peut parfois être même
étranger à un sinophone langue maternelle. C'est tellement particulier. Et donc là, on est un peu bloqué. Donc soit, je sais pas, par exemple, des choses très... Donc ça revient quasiment à la traduction technique, hein, mais dans Pluie, il décrit c'est pas la véranda, mais c'est ce qui est autour de la maison. C'est un nom particulier. Et donc ça, c'est vraiment dans le contexte, effectivement, malaisien, les maisons sont fabriquées comme ça, elles ont ce nom-là. Donc même si vous demandez à un sinophone, par exemple, de Pékin à Shanghai, il saura pas ce que c'est, quoi, même si c'est en maternelle. Donc là, bon, il y a plein d'outils. Internet, c'est magnifique, il y a des bouquins, etc. Donc ça se résout par une sorte de recherche, en fait, quasiment universitaire, je dirais. Et donc la troisième solution, c'est effectivement de contacter l'auteur. Et donc là, moi, je l'ai fait pour Jiang Guixing, pour beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions qui étaient particulières, quoi, où c'était pas possible. Enfin, voilà, où j'avais pas eu la réponse, ni par les collègues, ni par des recherches personnelles, etc. Et donc là, l'auteur a été d'une aide fantastique parce que c'était quelqu'un de très, très disponible. Donc j'ai rarement été coincé, en fait. Après, voilà, c'est soi-même dire bon, j'arrive à traduire ça, mais souvent il y avait tous les éléments qui étaient en main, quoi. Je vous propose oui, de rentrer dans le vif du sujet, enfin plutôt dans les traductions dont on a commencé à parler. Je précise que les 3 livres sont parus aux éditions Piquier. Pour les auditeurs qui ne les connaissent pas, elles sont spécialisées sur les littératures asiatiques. Et le premier livre, paru en 2021, il s'appelle Pékin 2050, l'auteur est Li Hongwei. Et là, il s'agit d'un roman d'anticipation. Alors, c'est vrai, bon, qui résonne beaucoup avec ce qu'on peut percevoir parfois de la Chine d'aujourd'hui, sa digitalisation, la manière dont la reconnaissance faciale, enfin toutes ces choses-là dont on nous parle aux informations. Donc c'est une sorte de dystopie, un Big Brother, comme je crois que c'est Orwell a beaucoup inspiré Lee Hongwei. Donc un Orwell d'aujourd'hui, quoi, en Chine, c'est ça? Je crois que 2050, c'était la date que donnait Orwell, justement, où la novlangue serait parfaite. Quelque Ah chose, d'accord, c'est ça, c'est ouais, une quand on relit. référence directe. Donc je sais pas si c'était voulu, mais bon. Parce que le titre en chinois n'était pas celui-ci, on l'a changé. Le titre en chinois était beaucoup plus proche de l'intrigue. C'était quelque chose avec l'empereur. Je sais plus, le lyrisme et l'empereur, enfin quelque chose comme ça. La poésie lyrique et l'empereur, parce qu'il y a des questions de poésie lyrique dedans, etc. Mais on a trouvé que Pékin 2050, c'était quand même bien mieux comme titre. Ça claque. Ouais, voilà. C'est parlant. Mais c'est vrai que, alors ça, c'était une commande, en fait, c'est le premier que m'a proposé Philippe Piquet. Parce que moi, c'était pas du tout mon univers. La science-fiction, le roman d'anticipation, c'est pas du tout quelque chose dont je suis familier. Même pour des lectures en français, là. Donc voilà, donc c'était un peu un défi. C'était un très bon exercice de traduction, de sortir de sa zone de confort, comme on dit. Et effectivement, bon, ça résonnait tellement avec ce dont les échos qu'on a de la Chine populaire, quoi, actuellement. Et oui, c'est une dystopie. Et en même temps, la fin n'est pas si claire que ça. Pour moi, on sait pas. Enfin, une espèce d'adhésion quand même. Il n'y a pas une remise en cause fondamentale de cet ordre qui serait régi par un empereur, une communauté comme ça, digitale, qui a un contrôle total sur les gens à partir d'une seule personne, et que la fin laisse la question, en fait, de se dire, mais finalement, il n'y a pas une remise en cause fondamentale de dire non, une personne ne peut pas diriger tout le monde, c'est pas possible. On ne sait pas ce qu'en pense l'auteur, ou en tout cas le protagoniste. Parce que c'est une tactique de l'auteur pour ne pas froisser la censure et pas émettre de critiques trop directes sur Enfin, voilà, on ne sait pas après jusqu'à quel point c'est une espèce d'esquive ou si c'est simplement que le récit prend cette direction-là. Donc là, vous me dites que c'est une commande de l'éditeur, donc qui vous a demandé si vous voulez bien le traduire. Donc ce qui signifie que pour les 2 autres, donc les 2 autres nommément Pluie de N Kim Chu. Alors je dis N, on écrit NG. Alors oui, j'étais surpris, je vous avais demandé comment ça se prononçait, parce que NG c'est un peu imprononçable quand on le voit écrit. Donc Pluie, que j'ai lu, celui-ci, et La traversée des sangliers de Jiang Guixing. Oula, je crois que j'ai pas très bien prononcé, mais vous allez me corriger. Et c'est vrai que alors ces 2-là ont le point commun de se situer en Malaisie, point commun d'être sur une période où on voit arriver les Japonais, donc la Seconde Guerre mondiale, où on voit poindre aussi
la révolution en Malaisie, la guerre d'indépendance. Donc ils ont pas mal de points communs ces deux-là. Et alors là, c'est vous qui les avez proposés à l'éditeur, si je comprends. En fait, c'est Juliette Piquet qui avait lu une présentation de Pluie. Ça avait piqué son intérêt et me sachant, très intéressé par ces littératures sinophones de Malaisie et de ça, elle m'avait proposé de le lire. Moi, ça m'avait assez plu. N. Kim Chu, c'est pas un auteur qui est très facile. Il a beaucoup écrit, mais c'est souvent très décousu. Pluie est très décousu, mais disons qu'il y avait quand même un fil narratif. Pour une première publication de N. Kim Chu, c'était, à mon avis, le meilleur choix. Même s'il est très déroutant, c'était ce qui est encore moins déroutant chez N. Kim Chu. Donc, ouais, je l'ai fait avec enthousiasme. Il y avait une espèce de rencontre des intérêts entre l'éditrice et puis le traducteur. Django Singh, c'est pareil, c'est exactement pareil en fait. C'est Juliette Piquet, on a entendu parler parce qu'elle est venue faire un atelier qui était organisé par le ministère de la Culture taïwanaise à Taïwan. Et moi, il se trouve que j'étais à Taïwan à ce moment-là, et tout le monde en parlait finalement de ce roman parce qu'il a eu des prix, il a été assez il a été très remarqué. Donc voilà, elle m'a dit, j'ai entendu parler de ce roman, ça a l'air magnifique. Et donc moi, je lui ai dit, oui, j'ai entendu parler de ce roman et ça a l'air magnifique. Donc voilà, je l'ai lu, j'ai fait une petite fiche et j'ai dit, oui, c'est effectivement, il faut traduire celui-ci, quoi. Ouais, c'était une rencontre, en fait, vraiment des intérêts, c'est une coïncidence, quoi, des intérêts de l'éditrice et de l'auteur. Donc quand ça se passe comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. J'ai dit qu'ils avaient des points communs, ces deux romans, et alors, notamment un point commun important, à mon avis, c'est le réalisme magique. C'est quelque chose qu'on identifie plutôt à l'Amérique latine, le réalisme magique. Pourquoi, à votre avis, les auteurs l'utilisent justement, et ça, avec beaucoup de succès, enfin, ça crée vraiment quelque chose. Et est-ce que ça permet justement de supporter aussi une réalité décrite qui est quand même très dure? Oui, c'est très, ouais. Ça permet, pour moi, c'est que ça permet de créer un lieu de fiction, de créer leur lieu littéraire, une espèce de liberté totale de l'auteur. Mais effectivement, de toute façon, ce qui est certain, c'est que eux-mêmes le disent, Jiang Guoxing et Kim Chu disent que, par exemple, Marquez a une influence très forte sur leur imaginaire littéraire. De toute façon, c'est le moment du boom, effectivement. Donc, je sais plus quand date la traduction de 100 ans de solitude, mais ils le citent tous, quoi. Donc, c'est une évidence qu'ils l'ont lu et qu'il y a une référence inconsciente, voire consciente. La pluie, quand même, ça fait quand même référence à cet épisode de 100 ans de solitude où il pleut tout le temps. Et en fait, moi, comme je le lisais, c'était que dans l'histoire de cette littérature sinophone de Malaisie, tout le début est marqué par le réalisme de la Chine continentale où on essaye d'écrire la société, qui est copié dans les territoires de la Malaisie. Et après, même au moment où finalement il y a cette génération, donc dans les années 25-30, une génération finalement d'auteurs sinophones de Malaisie qui est née là-bas, et toutes ces générations qui se disent mais il faut décrire notre réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité de cette communauté chinoise de Malaisie? Ils recourent au réalisme en fait. On décrit la plantation des VA, on décrit le tireur de pouce, des sujets très réalistes. Et en même temps, donc, ça reste un peu, derrière, il y a toujours un peu un projet, c'est un peu du réalisme socialiste, quoi. Il y a quelque chose qui reste, d'édifier, une littérature pour édifier une communauté. Alors, c'est une interprétation, mais il me semble que le réalisme magique, justement, de Jiang Guoxing et N. Kim Chu, qui sont des auteurs, d'un certain point de vue, doublement diasporiques, parce que leurs grands-parents sont partis de Chine pour arriver en Malaisie, eux-mêmes sont partis de Malaisie pour aller à Taïwan, donc une espèce comme ça de mouvement. D'ailleurs, ils sont partis à Taïwan à cause parce qu'ils étaient mal vus là-bas après l'indépendance, ou est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Où il y a eu un rejet comme ça des communautés. C'est compliqué, c'est qu'en 48, il y a eu une insurrection communiste en Malaisie, mais qui était constituée à 90% de sino-malais. Et donc, ça a été associé aussi à il y a eu un mouvement politique de menaçants communistes qui a été associé en fait à la communauté chinoise. En plus, en 49, la Chine devient elle-même communiste. Donc, en fait, la Malaisie post-coloniale a lutté contre l'insurrection communiste avec l'impression qu'elle luttait contre sa communauté chinoise, quoi. Le gouvernement de Malaisie qui a eu le soutien des Britanniques. Il y a eu finalement une guerre civile quasiment en Malaisie. Dans les années 60, il y a eu une politique effectivement d'ostracisation de la communauté ce qui était identifié comme la communauté chinoise. Donc, notamment, la langue unique de la Malaisie, ça va être le malais, ce qui aurait été, par exemple, le mandarin ou je ne sais quoi, c'était pas possible. Et toutes les expressions culturelles qui n'étaient pas Malaisie étaient secondaires. Donc, c'est dans ce contexte-là que les premiers auteurs sinophones de Malaisie sont partis à Taïwan.
Parce que de l'autre côté, il y avait cette politique nationaliste aussi, quelque part à Taïwan, qui disait, mais bon, on va faire revenir les compatriotes à la maison, enfin, toute une génération d'auteurs sino-malais qui sont allés à Taïwan en ayant l'impression qu'ils rentraient en Chine. Oui, je vous pose la question. Bon, c'est pas le sujet des deux ouvrages, enfin, c'est pas le sujet de fond, mais c'est intéressant là, de connaître le parcours de ces deux auteurs, effectivement, nés en Malaisie et vivant à Taïwan aujourd'hui. Oui, alors je pense que Pluie, c'est très. L'arrière-plan est nourri de ça, en fait, Oui, hein, tout à fait. de cette histoire-là, hein, chez quelque chose ce qui est sans doute moins vrai chez Jiang Guoxin. Et voilà, et il me semble que le réalisme magique, c'est la réinvention de cette terre, mais alors qui est terre natale, mais qui est complètement fictive, littéraire. En même temps, donc, de pouvoir parler de la plantation des VA, donc quelque chose de très réaliste, ça, puis d'intégrer les croyances dans le génie du sol, dans les êtres fantastiques, ce sentiment de terre réelle qui a été celle où ils ont vécu, et où le réalisme leur permet de créer une fiction, en fait. On peut pas parler d'utopie, mais un autre lieu. Et c'est étonnant parce que donc moi j'ai lu en premier La Traversée des Sangliers, qui est un roman un peu monstre parce que voilà, il est hors norme, il fait plus de 600 pages, oui, il m'a hanté. Vous avez dit que vous avez hanté tout. Enfin, vous avez pas dit le terme hanté, mais vous avez passé beaucoup d'heures, j'imagine, sur sa traduction. Je comprends. Et moi, simplement à la lecture, oui, j'en ai rêvé, j'ai fait des cauchemars un peu parce que c'est vrai qu'il y a un peu de violence, il y a un peu de tête qui on coupe, il y a un peu rien n'est tendre dans la traversée des sangliers, la nature est dure, les Japonais, n'en parlons pas, bon, c'est comment on les appelle, les monstres, là, alors, Des dans, dans, dans- monstres. oui, dans la traversée des sangliers, c'est les monstres, et dans Pluie, c'est pas les monstres, mais c'est un terme, les diables, je crois. Oui, le diable. Oui. En fait, c'est un petit mot qui est en chinois c'est guizhi, c'est ce registre en fait du monstrueux, du fantomatique. C'est un traducteur, mais je me demandais comment faire apparaître enfin comment traduire en fait guizhi. Les monstres là, ça revenait tellement souvent, quoi. Donc il fallait trouver quand même quelque chose qui sonnait à l'oreille et qui rendait cette monstruosité. Finalement, les monstres en français, on peut en parler. Hein. Ce sont des monstres. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette différence. C'est un tâtonnement aussi hein, de traduction de Pluie à la traversée des sangliers pour traduire ce petit mot qui désigne les Japonais. Je crois que d'ailleurs qu'à un moment j'ai peut-être traduit par les Japs parce qu'il y a quelque chose de raciste quand même dans l'expression Koetsu. Bon. Donc voilà, c'est tout ce registre-là. Pour nos auditeurs, oui, je rappelle que donc, bon, les Japonais, qui eux-mêmes ont voulu se constituer un empire en Asie, voilà, dans la plupart des cas, quand même été très violents. Et là, notamment la traversée des sangliers, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que quand ils débarquent donc dans ce coin un peu perdu de Malaisie, ils sont pas tendres du tout avec la communauté chinoise notamment. Nkinchu en parle dans Pluie, où il montre que l'occupant japonais a divisé, en fait, a essayé de diviser les communautés en privilégiant les Malais, puis en rabrouant les Chinois, ce qui est historiquement vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans les années 30, en fait, 35-36, le Japon entre en guerre contre la Chine, mais n'entre pas en guerre contre la Malaisie, pas encore en tout cas. Le mouvement vers le sud, c'est bien après. Qui pose question aussi, c'est qu'il y a un nationalisme à distance de la part des communautés chinoises, qui est le fruit de cette histoire-là dont on a parlé, et qui fait que les communautés, ce qui est montré dans le roman de Jiang Guoxin, les communautés chinoises d'outre-mer prennent parti dans cette guerre qui, quelque part, qui est loin d'eux, qui concerne le Japon et la Chine. Et les communautés diasporiques, en fait, s'identifiant à la Chine, prennent part à cette guerre. Quand les Japonais arrivent en Malaisie, il y a une idéologie raciale, hein, bien sûr, derrière, raciste, etc. Mais si la communauté chinoise leur paraît être en guerre contre eux, c'est aussi parce qu'elle a déjà pris parti dans une guerre qui était à distance. Et ça, c'est vrai que ça n'apparaît pas chez les auteurs sino-malais, où il y a un tropisme nationaliste hein, chez Nkinchu et Jiang Guoxin, il ne faut pas s'y tromper. Et voilà, et qui fait partie vraiment de cette littérature sinophone de Malaisie. Dans les années 36-37, quand on lit les recherches qui ont été faites, cette littérature sinophone de Malaisie, en fait, est une littérature de guerre. C'est une littérature de front où il faut décrire la guerre qui se passe en Chine, etc. Donc, c'est cette particularité-là. Et donc, c'est frappant que ces auteurs-là, 50, 60 ans après, reprennent quand même cette histoire. C'est intéressant. Il y a les Japonais, mais il y a aussi les sangliers. Parce qu'on a parfois l'impression que les hardes de sangliers qui déboulent dans les villages et qui détruisent tout sur leur passage sont un peu comme cette armée japonaise, quoi. Enfin, une sorte de parallélisme. Je ne sais pas si c'est
c'est moi qui l'ai inventé ou si il a voulu le faire, mais enfin, c'est frappant, notamment dans la traversée des sangliers, bien sûr. Ce Moi, combat si, aussi contre le. Bon, la nature toujours est. Voilà, il y a pas, il y a pas que les sangliers, il y a les alligators, enfin, les crocodiles, il y a les serpents, il y a, enfin, on peut mourir à chaque coin de forêt, mais il y a et quand même ces pareil. sangliers où là les images sont très frappantes. Ouais, il décrit ça de manière. Oui, mais moi, c'est ça, vous avez raison. Je me suis demandé ce qu'il avait voulu, s'il avait voulu montrer quelque chose de particulier s'il avait donné un sens particulier, métaphorique au sanglier, parce que bon, ça fait partie du titre, c'est très net, la traversée des sangliers. Alors ça, c'est le titre original d'ailleurs, Oui, oui, oui. Oui, là, on a gardé le titre qui était. qui est très fort. Donc oui, moi, je suis d'accord. Il y a un parallélisme évident entre la bestialité, la violence de l'occupant et des animaux. Et en même temps, je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas une vision très désabusée sur l'être humain, sur l'activité humaine, où en fait, ces villageois massacrent en nombre des sangliers. Les sangliers n'attaquent pas d'emblée les villageois. Ce sont les villageois qui occupent cette terre, donc qui chassent les sangliers, où tout est raconté là dans ce chapitre dont j'ai oublié le titre, mais où c'est les premiers occupants qui convoquent ces chasseurs pour détruire. Il y a une espèce de massacre de sangliers. Enfin, on peut le lire aussi dans le sens inverse, où c'est un occupant qui en chasse un autre, où l'être humain est toujours en train d'occuper un territoire qui s'approprie et qui fait comme s'il y avait personne d'autre avant, que ce soit effectivement des villageois comme ça qui chassent des sangliers, qui les massacrent, qui les entassent, qui les mangent, qui les maltraitent, et qui sont eux-mêmes après chassés par des occupants qui sont eux-mêmes aussi bestiaux, mais qui les chassent, qui leur coupent la tête, enfin bon, qui les maltraitent, etc. Donc une espèce comme ça de spirale violente où finalement, oui, la nature est un peu indifférente enfin, elle subit et puis elle continue avec une sorte d'indifférence. Donc, je me demande aussi ce qu'il a voulu, s'il a voulu en tout cas donner un sens particulier à aussi effectivement on peut le lire dans toutes ces dimensions-là. Les sangliers, l'occupation par les villageois de cette terre des sangliers. Quoi. Il y a un point commun, alors carrément aux 3 livres, c'est Wu Chenggen. Alors vous m'avez dit Wu Chenggen, peut-être, en fait c'est une création, elle n'a pas existé. Alors qui c'est Wu Chenggen? Donc selon certaines sources, ce serait l'auteur de grands classiques de la littérature chinoise. Donc ce grand classique, alors il a plusieurs titres, La pérégrination vers l'Ouest ou Le voyage en Occident. Et alors, ce qui est marrant, effectivement, c'est que le livre Pékin 2050, enfin, Li Hongwei a reçu un prix littéraire qui s'appelle Wu Chenggen. Mais surtout, donc, dans Pluie et dans La traversée des sangliers, et surtout dans La traversée des sangliers, le voyage en Occident joue un rôle quand même important alors dans la traversée des sangliers, ce sont les enfants qui rejouent certaines scènes de ce classique de la littérature chinoise. Et malheureusement, comme c'est interprété ensuite par les Japonais comme un acte de rébellion contre l'occupant, un peu, ce qui n'était qu'une pièce de théâtre va devenir un élément de tragédie dans la vie même de ces enfants et puis des gens qui ont aussi organisé l'événement, enfin, etc. Bon. Mais alors, en quoi pourquoi ce livre est si important qu'on le retrouve comme ça un peu partout? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je sais, c'est un des 4 grands romans classiques de la littérature chinoise. Moi, je pense que ça fait partie effectivement de l'imaginaire de ces auteurs, sont nourris du grand roman en fait. Qu'est-ce que le grand roman chinois? C'est la pérégrination vers l'Ouest, donc le voyage en Occident, qui a une référence constante comme ça dans une espèce de filiation en fait littéraire simplement. En même temps, donc ce que je disais sur la littérature moderne, la création d'une littérature vernaculaire, culture populaire, c'est que le voyage en Occident, mais aussi au bord de l'eau, ils ont été relus à partir notamment de 1919 comme des grands romans de langue vernaculaire. C'était pas la langue classique, c'était pas les classiques confucéens dans une langue un peu précieuse. C'était de la culture populaire, la littérature populaire. Il y a eu un mouvement aussi dans la littérature moderne de trouver des sources anciennes, une espèce de légitimité dans une littérature ancienne, mais qui serait écrite dans une langue populaire, qui serait la langue du peuple. Et donc ça a quand même irrigué l'inspiration de la littérature moderne. Donc, à mon avis, c'est ce à quoi ça fait référence aussi, cette omniprésence des références dans Pluie et dans la traversée des sangliers. Et ensuite, effectivement, toute la représentation théâtrale sont des scènes qui sont rejouées. Enfin, là, c'est une expression culturelle
de ce monde sinophone-là, qui fait partie d'une forme de description de la réalité, de la vie culturelle de ces petites communautés où on donnait une représentation théâtrale d'un grand classique. C'est les surnoms des enfants qui reprennent eux-mêmes les noms des personnages. Donc ça sert une forme de réalisme aussi, de description de la communauté chinoise de Malaisie. Les noms et surtout les surnoms dans la traversée des sangliers, c'est très savoureux. Alors, on s'y perd un peu, mais c'est pas grave. Finalement, on se perd beaucoup dans ce roman, hein. Mais faut accepter de se perdre. C'est pas du tout important de pas retenir qui est qui, ou enfin, je veux dire, c'est fluide. Même dans quelque chose de très touffu, voilà, avec beaucoup de détails, beaucoup d'histoires, beaucoup de drames, beaucoup de tout ce qu'on veut. On se laisse porter. Enfin, moi, j'ai lu ça de manière très fluide, sans jamais me dire oh là là, qui c'est machin. Je me rappelle plus. Oui. C'est un peu comme quand on lit des grands romans russes avec les noms compliqués là, Fyodor machin. Enfin, bah voilà, j'ai fait comme ça. Je me suis dit hop là, c'est pas grave, on continue. Puis finalement, c'est ça. C'est pareil pour le traducteur. C'est dire, oulala, mais comment je vais faire pour... Moi, j'ai fait des arbres généalogiques, hein, parce que sinon, je ne les retrouvais pas. Mais finalement, ça se met en place en cours du récit. Tumol, c'est cet opiomane complètement... Oui. Et donc, en fait, on l'identifie pas forcément, je trouve, en retenant le nom d'un tel, c'est que au fil de l'histoire, les péripéties individuelles marquent tellement le personnage que tac, on s'en retrouve. Je trouve que c'est une des forces justement de ce roman, d'avoir fait une sorte de mosaïque comme ça, où au départ on a un personnage, on a l'histoire d'un personnage qui intervient, puis d'un autre, et c'est ce que vous dites, c'est tellement foisonnant au début, et en fait la mosaïque à la fin dessine une image totale où on arrive assez bien finalement à identifier un tel. Oui, et finalement, c'est très tenu, quoi. Parce qu'on pourrait se dire au début, oulala, bon, bing, 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 ça part dans tous les sens, mais en fait, il y a à la fois un aspect répétition et un aspect quand même, on va quelque part, quoi. Il n'y a pas de, hasard. Oui, en fait, c'est très, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est très construit au niveau narratif. Voilà, alors que c'est pas l'impression qu'on a peut-être de manière superficielle, mais quand on va jusqu'au bout, on voit bien que tout ça se tient. Contrairement à Pluie, on est perdu quand il y a ce fil qui est complètement cassé là, qui est complètement, enfin la narration est complètement éclatée et on n'arrive pas à ressaisir quelque part. Oui, c'est voulu. Hein, je pense que c'est voulu. Plus serait plus des impressions poétiques presque. Complètement. Ouais. Alors que l'autre est plus l'épopée. Oui, c'est ça. Vous avez parlé en début de rencontre de la guerre de l'opium. Et là, vous venez juste d'évoquer le personnage de Tortumol, qui est un opiomane complet, dépendant. Mais dans la traversée des sangliers, en général, les gens prennent beaucoup d'opium. Et alors moi, j'avais trouvé une formule à un moment. Enfin, j'avais dit, pour présenter la traversée des sangliers, que c'était une écriture sous opium, justement. Comme certains auteurs américains notamment ont pu faire différentes expériences d'écriture sous différentes drogues possibles. Mais est-ce que vous pensez que ça a pu jouer dans son écriture? Parfois, justement, c'est une sorte d'hallucination, on va dire. Les personnages hallucinent, quoi, et donc il nous décrit des trucs pas possibles. Alors moi, je pense que ça permet, c'était très habile dans l'amorce du réalisme magique dont on a parlé. C'est-à-dire que ce que je trouvais très fort chez lui, c'est que, vous savez, par exemple, quand justement Tortumol rentre chez lui et il rencontre cette apparition qui est le fantôme, en fait, qui se transforme en serpent, etc., qui l'attend devant son échoppe. À ce moment-là, effectivement, il a consommé je ne sais pas combien de boulettes d'opium. Et donc, ce qui était très fort chez Django Singh, ça arrive à plusieurs moments du roman, c'est d'utiliser cette réalité historique. Alors, je sais pas en quantité, je sais pas quelles étaient les quantités consommées, mais cette réalité historique de la consommation d'opium, de le mettre dans le roman et d'utiliser cet élément-là pour créer une sorte de pivot qui va faire passer la réalité vécue par son personnage comme Tortumol, cet élément réel de consommation d'opium, et de le faire passer dans le moment de la magie, en fait, de l'hallucination. À ce moment-là, d'intégrer les croyances populaires dans les fantômes, dans les têtes volantes, dans les apparitions, etc. Et donc, c'est pareil quand les enfants sortent de chez la sorcière Mapopo, où elle leur fait consommer plus ou moins de l'opium dilué. C'est à chaque fois qu'ils sortent de ce lieu
un petit peu halluciné ils voient la tête volante, etc. Donc, où ils perçoivent une magie, voilà, qui les entoure, qui vivent, mais à partir d'un élément réel qui serait finalement la consommation d'opium. Donc, je trouvais que effectivement cet élément-là qu'il a intégré, qu'il a utilisé comme un ressort narratif pour construire ce monde en même temps réel et en même temps magique. Et c'était un tour habile de sa part. Après, certains lecteurs avec qui je discutais de la traversée des sangliers ont trouvé, bon, et c'est vrai qu'il y a une répétition aussi dans la cruauté, bon, notamment dans les têtes coupées. Alors, c'est vrai que les Japonais, voilà, ils pouvaient effectivement fusiller les gens, mais aussi ils avaient cette coutume de leur couper la tête. Bon, il y a beaucoup de scènes où on coupe des têtes, ou là où il y a différentes tortures, on va dire. Elles existent, mais moi, ça m'a pas gêné. Alors, j'avais trouvé une autre formule que la littérature sous opium. Je m'étais dit, c'est une sorte d'Iliade tropicale, parce que c'est vrai que dans l'Iliade, il y a sans arrêt. Là, on utilise plutôt des lances, voilà, on transperce les corps avec des lances, avec des archers, voilà, avec des flèches, etc. Et moi, finalement, oui, ça donne un côté presque irréel à la violence et un peu mythique, quoi, si j'ose dire. C'est une vraie violence, mais je sais pas comment dire, ça passe, quoi. Pour moi, c'est pas le centre de l'action, quoi. C'est pas. Oui. Oui, c'est plutôt comme ça, comme une couleur, entre guillemets, enfin une couleur. Pour moi, il y a deux choses qui sont un peu différentes. Je pense que c'est ce que vous dites, il y a une très grande violence dans les épopées, mais ce qu'il n'y a pas, il me semble, alors, il n'y a pas la cruauté et le sadisme. Mais je pense que ce qui peut rebuter les lecteurs, moi qui m'a rebuté, faut être honnête, c'est la perversité et le sadisme. C'est pas tant la description très crue parfois de l'acte violent, enfin de la tête qui saute, du sang mais toute la violence en fait qui est morale mise en œuvre avant. Donc par exemple quand ils font manger les escargots aux deux pauvres frères là. Ah oui, ça c'est une scène très dure. C'est pas la violence de la tête qui est coupée, etc. C'est choquant, mais ce qui est très violent, c'est le sadisme, quoi. Le sadisme. Le sadisme qui est le plus repoussant. Et l'autre chose, c'est que il me semble effectivement, c'est dans la représentation de la violence, et je me demande dans Pluie et dans Django Racing, où ils approchent de façon fictive dans la littérature l'extrême violence, c'est de se demander comment on la représente. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a une limite, où l'acte violent est tellement impensable, inimaginable, tant qu'on l'a pas, comment on le représente au niveau littéraire? Il y a deux choix chez ces auteurs qui sont bien distincts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Pluie, en fait, Enkincho, il choisit de citer des témoignages. En fait, il sort de la fiction, oui. comme s'il y avait une limite. Au lieu de décrire effectivement des scènes affreuses, il met des témoignages d'une telle, un tel. Non, il fait référence à quelque chose, une recherche historique, en fait. C'est ça. Comme si, finalement, il y a un moment où la littérature, la fiction, elle est impuissante pour décrire ça. Donc, l'auteur dit je peux plus. Donc voilà, je mets ça, j'écris plus. Alors, est-ce que c'est satisfaisant pour un auteur? Je sais pas. Pour moi, non. Mais voilà, il y a une espèce de limite. Il marque la limite. Et chez Django Racing, c'est l'inverse. C'est dans la surenchère. C'est dire pour essayer de toucher peut-être le point qui va effectivement évoquer la violence, qui va nous la faire sentir, qui va nous hanter, etc. Où on va sentir cette violence en nous. Faut en rajouter. Faut être dans la surenchère, etc. Toujours plus. Et donc je me demande, voilà, c'est pas des choix en fait d'écrivains devant une mise à distance d'un côté, puis on plonge. oui, c'est ça. Jusqu'où on peut aller au fond, quoi, pour toucher le fond, voir ce que peut faire la fiction de ce point de vue-là. Mais je suis d'accord que c'est très éprouvant. Ça s'arrête pas en fait pendant 600 pages, pas un moment de répit, quoi. Il y a un autre personnage aussi qui est intéressant, c'est la nature. Si j'ai trouvé dans les deux et surtout peut-être dans la traversée des sangliers, c'est et finalement, l'homme est remis à sa place un peu, peut-être, par les auteurs. Oui. Ah oui, chez Django Racing, c'est très fort. Ce qu'on appelle une éco-poétique très, très marquée, en fait. On a l'impression que, le personnage principal, ou en tout cas, un des personnages principaux, c'est la jungle. C'est la jungle de Bornéo. Et donc, il lui invente même une langue, puisqu'il y a tous ces onomatopées de bruits d'oiseaux, de froissements de feuilles, de cris de singes, de cris de sangliers. Le grand koucal aussi, c'est ça, non? Le grand koucal, oui. Le grand koucal, c'est la première fois que je voyais ce mot. Ouais, c'est pareil, je l'ai cherché. Hein. Franchement, heureusement, je suis tombé sur une interview de Django Racing qui expliquait ce qu'était En fait, c'est la grande pie étrangère en chinois. C'est pas fan, quelque chose comme ça. Et on trouve pas dans les dictionnaires. Donc, il y avait toute une recherche lexicographique, je sais pas comment l'appeler, sur la faune et la flore, parce que c'était très précis. Et donc, le grand koucal a écrit. Voilà, il donne une langue, en fait, il essaye, en tout cas, de donner une langue à la nature. C'est en fait quelque chose qui est intéressant, parce que là, on est au-delà du sinophone. Quelle est la langue que parle la nature?
Et pourtant, il essaye de lui donner une voix, ce qui en fait un roman polyphonique au-delà même des langues humaines. Et ce qui m'a marqué aussi dans La Traversée des Sangliers, c'est que cette nature, elle est belle, quoi. Il y a tout le temps de très beaux couchers de soleil ou des aubes magnifiques. Les humains s'entretuent au milieu de tout ça, mais finalement, la nature, elle est là dans toute sa majesté. Non. Oui, il y a une indifférence de la nature à ce qui se passe. Cette scène horrible, mais où il y a une exécution qui est en train d'être perpétrée, et il y a 2 sangliers qui s'accouplent comme ça dans une boutique, donc indifférent, quoi. La vie animale continue. Donc c'est sûr qu'il y a une majesté, bestialité aussi, mais de la nature qui est complètement indifférente aux petites affaires humaines, et en même temps qui empathie, puisque les sangliers sont détruits. Il y a un moment où, je sais pas si vous vous souvenez, où les singes sont anéantis par l'armée japonaise. Oui. Ils se sur tous les singes parce que oui, c'est les fait Japonais ont pris les singes en grippe. Oui, je voilà, sais plus pourquoi, mais je me rappelle que ça se passe mal. Il y a une sorte d'attaque en fait de la nature contre. Il y a ce commandant là qui marche sur son balcon et puis qui se fait mordre le nez et l'oreille par Ah oui, primates. là, on est content un peu. On se dit tiens. Voilà. Donc, enfin, il souffre un peu celui-là. De justice naturelle. Chez Django Singh, je pense là, c'est vraiment voulu. La première place accordée à la nature. Je pense qu'on va s'arrêter là on en a dit beaucoup déjà, mais bon. Mais finalement, on n'a rien dit parce qu'il y a 600. Voilà, j'invite tous nos auditeurs à lire vraiment La Traversée des Sangliers, Pluie, Pékin 2050. Ma dernière question sera, est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet, bon, sans forcément nous dire ni le titre, mais quelque chose en cours? Oui, il y a quelque chose en cours. Il y en a 2 qui sont en cours et qui sont très différents. Petit roman taïwanais, enfin petit au sens du format, mais qui est sur la musique, qui explore comme ça une espèce d'intimité d'un accordeur de piano. On est dans un monde qui est complètement différent de La Traversée, la pluie. Et un autre projet là qui est beaucoup plus gros, qui est la dimension de La Traversée des Sangliers, qui se passe en Chine populaire au moment de la Révolution culturelle et qui est une espèce de satire, de burlesque complètement débridée sur cette folie qu'a été la Révolution culturelle, qui a des résonances étranges avec l'actualité. Ça avance. Où chaque matin, je fais les 2, 3, 4, 5 pages. Bon courage et rendez-vous bientôt en librairie. Je répète une dernière fois les titres des ouvrages. Pékin 2050, Li Hongwei. Pluie de N. Kim Chu. La Traversée des Sangliers de Zhang Guixing. Je prendrai des cours de prononciation chinoise. Merci Pierre Mongling. Moi, merci à vous beaucoup. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.